Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. 8 morts et 4 blessés, c'est le bilan officiel de cet accident selon le ministre de l'Intérieur. En visite chez les rescapés, Antoine Diome a saisi l'occasion pour appeler à plus de prudence concernant les informations données sur l'immigration clandestine. À suivre les précisions dans ce journal. Financement des petites et moyennes entreprises, le guichet unique qui sera la première plateforme d'information financière des PME officiellement lancée. C'était à l'ouverture ce matin de la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise au King Fahd Palace, prévu sur 3 jours. Les détails à suivre tout à l'heure. Validation du schéma directeur numérique de la justice au Sénégal. 8 milliards de francs CFA investis dans ce projet. Un atelier s'est tenu pour discuter de la dématérialisation des procédures judiciaires. Le compte rendu à suivre tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. À Saint-Louis, 8 morts et 4 blessés, c'est le bilan officiel du chavirement d'une pirogue à l'embouchure de Saint-Louis. C'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'information. Ces précisions ce matin lors d'une visite qu'il a effectuée dans la capitale du Nord après cet incident malheureux. Et c'est une correspondance de Momar Alisnia. Suite au chavirement au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur est arrivé ce jeudi dans la capitale du Nord pour réconforter les victimes et les rescapés. Interpellé sur le bilan de cet incident, Antoine Félix Diome s'est voulu prudent. Qui parle d'enquête doit attendre les résultats avant de se prononcer sur un bilan définitif. Mais pour l'instant, ce qu'on peut déplorer, c'est d'abord 8 corps sans vie qui ont été repêchés, 4 blessés, et l'enquête avec l'audition des personnes rescapées permettra d'avoir beaucoup plus d'éléments sur le nombre qui était à bord. Sur les causes qui poussent les jeunes à affronter la mer, le ministre de l'Intérieur soutient que le manque d'emploi souvent évoqué est loin d'être la principale cause de ce phénomène. Pour ceux qui étaient avec nous dans la visite de ces blessés au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, mais également à l'infirmerie de la base navale Nord, dont je salue le travail remarquable, mais au-delà avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, un des jeunes dire que c'est par pure curiosité qu'il a voulu tenter l'aventure, pour dire que ce n'est pas que des questions économiques, mais tout cela a fait l'objet de débats, d'échanges de fonds. Pour mettre un terme à ce phénomène qui semble reprendre du poil de la bête, le ministre de l'Intérieur invite les organisations non gouvernementales, la société civile et les populations à se joindre à l'action gouvernementale. Le ministre de l'Intérieur a profité de cette visite pour inviter ceux qui diffusent des informations sur le phénomène de l'immigration clandestine à plus de prudence. Il précise que des Sénégalais sont actuellement dans un centre à Dakhla au Maroc. Les précisions d'Antoine Félix Diome au micro de Momar Alisnian. Depuis quelques jours, on assiste à des informations qui sont diffusées dans la presse ou dans les réseaux sociaux, faisant état de 300 migrants qui seraient décédés en mer. Le ministre des Affaires étrangères y a déjà apporté donc un éclairage à travers un communiqué, mais au-delà, comme je l'ai indiqué tantôt au début de mon propos, je voudrais inviter les uns et les autres à plus de prudence, surtout quand on avance un chiffre ou bien quand on veut donner des informations. Les ONG qui sont impliquées dans la lutte contre l'immigration irrégulière, comme dans d'autres domaines, conformément d'ailleurs à leur objet, font un travail à côté de l'État. Donc nous avons la même mission. Mais je voudrais inviter ceux qui font certaines déclarations à d'abord vérifier davantage celles-ci avant de les communiquer parce qu'elles peuvent être source de panique ou d'une trop grande émotion. Nous avons déjà une trop grande émotion avec la disparition
des 8 personnes que nous avons déplorées. L'information que je voudrais partager, c'est que à ce jour, il y a 276 Sénégalais qui se trouvent dans un centre de rétention au niveau de Dakhla. Et le ministre des Affaires étrangères, avec ses équipes, mais aussi en rapport avec les autorités mauritaniennes et marocaines, s'emploie à leur convoiement de façon saine et sauve ici au Sénégal. Et l'actualité en plus bref, c'est le gouverneur de la région de Dakar qui a interdit les rassemblements prévus les 15 et 16 juillet prochains par des membres du parti PASTEF. Dans un communiqué, le gouverneur évoque les pillages et saccages du mois de juin dernier et souligne que ces rassemblements en ces temps d'accalmie pourraient constituer de réels risques de troubles à l'ordre public. Et suite à la décision du directeur des enquêtes douanières d'arrêter la circulation de tous les bus dont la date limite de leur circulation est dépassée, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, dirigé par Alassane Ndoye, menace d'aller en grève face à la presse. Ils attendent la réaction des autorités avant de passer à l'action, disent-ils. Le compte-rendu est signé Ami Diouf. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal hausse le ton suite à l'arrêté interdisant la circulation des bus âgés. Le conseil du secrétaire général du syndicat national du transport routier du Sénégal rejette cette décision. Le syndicat menace d'aller en grève. Nous avons décidé de faire face. Nous n'accepterons pas que l'on arrête les véhicules qui sont détenteurs de ces quittances-là. On les laisse circuler. On peut interdire dans l'avenir, à compter de ce jour, du vendredi 7 juillet, qu'il y ait effectivement maintenant ce paiement-là. Mais on ne peut pas comprendre que les véhicules qui sont détenteurs de ce privilège soient actuellement arrêtés pour être vendus. Donc on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas nous arracher nos outils de travail et puis nous dire allez-y, continuez à travailler. Comment on va travailler? Ça, c'est nous pousser à la grève. Des sanctions s'abattent sur les détenteurs de ces bus alors que les quittances de redressement sont faites par la douane. Le syndicat s'en désole. Mais ce véhicule a été importé, il est passé par la douane, il est passé par le service des mines pour l'immatriculation, il est passé par la douane encore pour payer ce redressement-là et détenir cette quittance. Et pourtant, on décide de sanctionner les chauffeurs transporteurs, donc notre corporation, simplement parce que on a payé ce qu'on ne devait pas payer. À qui? À des gens qu'on ne sanctionnera pas. Selon le syndicat, ces véhicules sont parfois confisqués par la douane. Il faut être juste. Ce n'est pas parce qu'il faut remplir les caisses de l'État qu'il faut arrêter les véhicules et demander aux propriétaires de payer non seulement une amende, mais en plus donner la priorité à la douane, la prérogative de vendre ces véhicules en pièces détachées ou de les vendre à la réexportation. Alors que le propriétaire ne peut pas les vendre lui-même en pièces détachées, encore moins à la réexportation. Non mais écoutez, dans quel pays nous sommes? Alassane Ndoye appelle tous les syndicats à la mobilisation pour l'intérêt général. Il invite les autorités à réagir le plus rapidement possible. Et toujours dans l'actualité, concours national de tests et d'entrée à l'école nationale de formation hôtelière et touristique. Plus de 450 candidats passent ces épreuves cette année. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs a fait un tour au centre d'examen. Le compte-rendu est signé Nyanya Dioufnian et Cheikh Tidiane Diouf. Deuxième jour de l'examen de fin de formation à l'École nationale de formation hôtelière et touristique, un examen organisé par le ministre du Tourisme et des Loisirs pour permettre aux jeunes de décrocher leur diplôme dans ces filières. Donc cette année-ci, nous avons plus de 450 candidats, donc toutes filières confondues. Donc la filière BEP représente plus de 80% des candidats. La filière gestion hôtelière, environ 11%, et le reste pour le tourisme. Le directeur du cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs rassure les candidats. Ils pourraient avoir du travail après l'obtention du diplôme. Avoir un diplôme, déjà, c'est une excellente chose. Ça couronne des efforts, ça couronne un processus d'apprentissage de métier, surtout dans le domaine du tourisme. Ce sont des métiers qui sont très recherchés et je suis sûr qu'ils trouveront du travail.
On a besoin de ces diplômés-là, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé. Ce candidat pense que les épreuves sont difficiles. Les épreuves, hier, c'était un peu facile par rapport à aujourd'hui pour la mathématique. C'était un peu difficile. Les futurs diplômés en hôtellerie, tourisme et restauration sont pressés d'obtenir leur diplôme. Au nombre de 450, ils espèrent tous réussir à l'examen de fin de formation à l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Service Télécom, le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, a effectué une visite de chantier du centre régional de contrôle des fréquences à Doumga-Ouro Alpha, dans la commune de Bokidjawe, dans le département de Matam. Le directeur général de l'ARTP a annoncé des projets phares pour une bonne couverture du réseau dans les zones dites blanches. Amadou Oumar Diallo pour plus de précisions. Le premier centre régional de contrôle des fréquences est en chantier à Doumga-Ouro Alpha. C'est dans le département de Matam. Le directeur général de la RTP, Abdou Karim Sall, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avions initié depuis d'ailleurs très longtemps et c'est le moment de féliciter et de remercier mon prédécesseur, Abdouli, pour avoir bien voulu continuer ce projet qui a été initié et il l'a suivi. Et cela nous a permis aujourd'hui de mettre en place le premier centre. Je suis très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Les travaux se sont bien déroulés. Nous sommes presque dans la phase finition. Nous avons déjà planifié l'ouverture. Les équipements seront bientôt commandés parce que c'est déjà dans le budget de 2023. Pour améliorer la qualité de la couverture du réseau dans certaines zones dites blanches, des projets ont été annoncés. Nous avons un projet impactant, un projet important qui est le roaming national. Le roaming national permettra aux abonnés, aux clients des autres opérateurs qui sont dans des zones non couvertes par le réseau de leur opérateur, de pouvoir utiliser le réseau des autres opérateurs. Et ça, c'est une nouveauté et je pense que ça va régler en bonne partie cette différence de couverture entre les différents opérateurs et cela permettra également à nos concitoyens de pouvoir communiquer à travers la voix, mais également de communiquer à travers Internet. Parce que le roaming national concerne aussi bien la voix que les données. Lors de cette visite, Abdou Karim Sall a été reçu par le vénéré Khalif Thierno Mamoudou Lamidli, qui a salué le projet entamé par son prédécesseur, avant de formuler des prières pour la stabilité du pays. D'autres centres de contrôle de fréquences verront le jour à Kolda et Richard-Toll pour une triangulation des signaux et une bonne qualité de la couverture du réseau. Dans l'actualité également, l'AFNU, lui, Faidherbe, va désormais porter le nom du président Macky Sall. Dans un communiqué, le maire de la commune de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, informe que le conseil municipal de cette commune a décidé de rebaptiser l'avenue Louis Faidherbe, portant désormais le nom avenue Macky Sall, une manière, selon les dires du plateau, de rendre hommage à cet illustre homme d'État, selon le communiqué rendu public aujourd'hui. Parlons à présent des 8 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le projet de validation du schéma directeur numérique de la justice au Sénégal 2023-2027. Un atelier a été convoqué ce jeudi pour discuter de la dématérialisation des procédures judiciaires et de l'autonomisation de leur travail. Les précisions dans ce compte rendu signé Khadija Diouf, Cher Tidjane Diouf. 8 milliards de francs CFA pour la dématérialisation des procédures judiciaires et de l'autonomisation de leur traitement. Un schéma numérique qui apportera une certaine révolution dans le domaine de la justice. L'appropriation et la mise en œuvre du schéma numérique de la justice par tous les acteurs va entraîner une révolution dans le fonctionnement de la justice, en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. Cet atelier de validation du schéma directeur numérique de la justice du Sénégal 2023-2027 est articulé autour de 3 axes que sont les traitements juridictionnels, la gouvernance du secteur judiciaire
et la gestion des ressources humaines et des biens. Les objectifs principaux sont notamment adapter les textes à la dématérialisation, rendre l'environnement matériel de travail plus adéquat, donner aux citoyens un accès distant aux services judiciaires en dématérialisant toutes les procédures judiciaires. La mise en place du comité technique de suivi du schéma directeur numérique, dont le coût est estimé à plus de 8 milliards, facilitera l'atteinte des objectifs dans les délais indiqués. L'Organisation des Nations Unies pour le développement renouvelle son engagement. C'est le lieu de réitérer l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement à accompagner la transformation digitale des services judiciaires à travers la fourniture d'un appui technique, la coordination et l'harmonisation des interventions et surtout la mobilisation de ressources pour aller vers l'opérationnalisation de ce schéma directeur numérique de la justice. Moderniser la justice sénégalaise par la digitalisation, tel est l'objectif de l'atelier de validation du schéma directeur numérique de la justice du Sénégal 2023-2027. Le garde des Sceaux appelle tous les acteurs judiciaires à la coopération pour la réussite de ce projet. Et la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise s'est ouverte ce matin au King Fahd Palace. Ce sera 3 jours d'échange sur le financement des petites et moyennes entreprises. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre Amadou Ba a été l'occasion de lancer le guichet unique qui sera la première plateforme d'information financière des PME sénégalaises. Mme Seynabou Babou signe le compte rendu. L'accès au financement des petites et moyennes entreprises a été au cœur des échanges lors de l'ouverture de la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise. La sécurisation des PME, l'un des objectifs de ce grand rendez-vous. L'objectif de la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise est de construire les conditions de financement massif et sécurisé des PME par le biais du guichet unique d'accès au financement et de l'engagement des acteurs de l'écosystème d'accompagnement à travers les concertations nationales du financement. La particularité de cette 3e édition est le lancement du guichet unique. Le Premier ministre décline les avantages de cette plateforme. Cette plateforme permet de labelliser les PME afin de corriger l'asymétrie d'information avec les banques. Elle se base sur le profilage des PME et à leur évaluation systématique avec e-rating, qui est la première plateforme de notation financière des PME dans la sous-région. La plateforme se fonde également sur le système intégré de gestion de l'information sur les PME. Selon Amadou Ba, l'ambition des acteurs privés et publics est d'augmenter le volume de financement des PME. Je salue l'engagement patriotique des acteurs publics et privés qui ont déterminé, ensemble, dans le cadre de suivi intégré regroupant tous les acteurs autour du dispositif PME de la BCEAO et qui partagent l'ambition de faire passer le volume de financement des PME de 500 milliards en 2023 à 3 000 milliards en 2028. Le Premier ministre n'a pas manqué de souligner par ailleurs l'importance du Forum Invest organisé par le Sénégal. Ils ont permis d'enregistrer des intentions d'investissement de 7 000 milliards, soit 35% de notre produit intérieur brut. Direction Ziguinchor pour parler de cette visite de chantier du ministre de la Culture au musée mémorial Le Diola. Aliou Sow se réjouit de l'état d'avancement des travaux actuellement à la phase de finition. Il a également annoncé l'inauguration de l'infrastructure par le chef de l'État avant le 26 septembre prochain, date de commémoration du 21e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola. Aliou Sow, que je vous propose d'écouter au micro d'Assane Ba. Je suis heureux de noter que toutes les instructions données ont été prises en charge de la meilleure des manières. Aujourd'hui, ce que nous voyons ici est simplement impressionnant. C'est à la dimension de l'ambition du président Macky Sall
pour la culture à la dimension de la grande ambition du président Macky Sall pour la Casamance. Je pense qu'il faut aimer son pays, aimer la culture, aimer cette belle région de la Casamance pour lancer un si grand projet qui quand même a connu des hauts et des bas, qui se justifie techniquement. Ce qui nous a valu presque une décennie de travaux, mais aujourd'hui on en est arrivé à ce stade-là après avoir mobilisé tous les acteurs et chacun a donné le meilleur de lui-même. Le contenu muséographique a fait l'objet d'un travail parallèle de qualité, la didactique du discours également, parce qu'il faut, après ces émotions vécues, une nouvelle vie construite sur la base des leçons tirées de l'expérience de la mésaventure, mais également à partir du génie créateur du Sénégal et de la capacité de résilience du peuple sénégalais et surtout de cette belle région naturelle de la Casamance et des autres également familles concernées. Et j'ai aussi constaté une implication directe de la meilleure des manières des familles des victimes, des familles des rescapés. Toutes les associations nous ont accompagnés avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de générosité. L'idée, c'est qu'avant la célébration de l'anniversaire, le 26 septembre, que tout soit bouclé et que le président, en fonction de son agenda, puisse venir procéder à l'inauguration de cette grande infrastructure culturelle qui est également un haut lieu de pèlerinage, de souvenirs, mais de projection vers l'avenir. Et dans l'actualité sportive, initialement prévue le 12 juillet 2023, le tirage au sort de la phase éliminatoire du Mondial 2026 Zone Afrique s'est finalement tenu ce jeudi à Abidjan. Ce tirage a permis de connaître les 9 poules des 6 équipes qui prendront part à ces éliminatoires. Plongé dans la poule B, le Sénégal, champion d'Afrique en titre et 8e de finaliste du dernier mondial, va affronter la RD Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud pour essayer de valider une 3e qualification consécutive à un mondial après 2018 et 2022. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.